discours du président de la République sur l'état de la nation 2020. Honorable président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés et sénateurs, distingués invités, mes chers compatriotes. Il y a un an, jour pour jour, que je prononçais devant ce même auditoire et ce même lieu mon premier discours sur l'état de la nation. Ce fut alors une occasion non seulement de dresser à l'attention des Congolaises et des Congolais le bilan de l'action des pouvoirs publics durant l'année civile, mais aussi de partager avec mes compatriotes ma détermination à engager dans tous les secteurs de la vie nationale les réformes nécessaires à l'amélioration de leur vécu quotidien selon notre leitmotiv, le peuple d'abord. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, j'ai à nouveau le privilège de présenter devant votre auguste assemblée le deuxième discours de mon quinquennat sur l'état de la nation. Il s'agit de situer, à l'intention du peuple congolais, les moments clés qui ont ponctué la vie de la nation tout au long de l'année qui s'achève. Honorables députés et sénateurs, distingués invités. Permettez-moi, avant toute chose, de m'incliner devant la mémoire des Congolaises et Congolais qui ont perdu leur vie au cours de cette année 2020 pour des raisons diverses, dues notamment à la crise sanitaire et à l'insécurité dans l'est du pays. Pour cela, je vous demande de garder une minute de silence. Merci. Je ne peux passer sous silence le profond respect que j'ai pour le peuple congolais pour son endurance et sa résilience face à des situations de crise multiformes, qu'il a parfois subies en tant que victime de l'injustice sociale et du déficit de gouvernance. Honorables députés et sénateurs, distingués invités. Le 13 décembre 2019, dans cette même salle, j'avais annoncé que l'an 2020 serait l'année de l'action, durant laquelle tout devait être mis en œuvre pour rendre irréversible notre lancée vers le progrès et l'émergence. Ma détermination était renforcée par l'expérience réussie de l'alternance pacifique au sommet de l'État, événement majeur qui tranchait avec le passé tumultueux de notre pays depuis son indépendance. Ce que j'ai fait en 3 temps, tout d'abord en lançant, le 23 octobre 2020, un appel à tous mes compatriotes, toutes tendances confondues, de nous rassembler dans une union sacrée de la nation, autour de principes, de valeurs et d'actions dédiées au service de la population. Ensuite, me fondant sur les prérogatives que me confère l'article 69 de notre Constitution, j'ai engagé de larges consultations des forces vives de la nation à travers des leaders les plus représentatifs de la société civile et de la classe politique, afin de recueillir leurs avis et éventuelles recommandations sur les solutions de sortie de crise. Enfin, par mon message à la nation du 6 décembre dernier, j'ai rendu publiques les décisions que j'avais prises, enrichies par les apports de différents groupes et personnalités consultées. En effet, comme cela est ressorti dans mon dernier message à la nation, j'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC, CAC devenue paralysante pour l'action du gouvernement, nommer un informateur aux fins d'identifier une coalition, conformément à l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution, procéder à la formation d'un gouvernement d'union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État, mettre en œuvre les réformes issues des consultations dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le président de la République et contenues dans le programme du gouvernement. C'est le lieu ici de rendre un vibrant et mérité hommage à vous, honorables députés et sénateurs de toute tendance politique, qui avez participé activement à ces consultations où vous vous êtes appropriés des résultats et décisions qui en ont découlé, en vous inscrivant dans la dynamique de travailler avant toute chose dans l'intérêt du peuple dont vous êtes les représentants. Comme je n'ai cessé de vous le rappeler, vous avez un rôle immense à jouer pour aider à corriger les excès du passé, à implémenter un nouveau mode de gouvernance et à veiller à ce que nous ayons un Congo pacifié, plus efficace, plus démocratique et surtout plus solidaire. C'est pourquoi la mission du nouveau bureau sera de se pencher sur la revalorisation de la mission parlementaire, tout en veillant bien sûr à un meilleur traitement des députés. La crise à laquelle nous avons assisté au sein de l'Assemblée nationale et son dénouement démocratique exemplaire à travers le traitement et le sort réservé à la pétition engagée par les députés de tous bords contre l'ancien bureau, constitue un indice sérieux de maturité politique. Ce fait tend à démentir une certaine doxa populaire qui soutient encore que le sort de notre pays ne peut s'inscrire que dans le sang, la violence, les rébellions, les assassinats et autres coups d'État. Le moment est donc venu de comprendre qu'il n'y a d'alternative à la construction démocratique que dans la paix et la concorde nationale, aussi laborieuse soit-elle. Que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, chacun doit jouer sa partition dans l'amour du pays et de son. Une task force présidentielle a été mise en place pour le suivi et l'évaluation de toutes les activités de prévention et de riposte contre la pandémie de coronavirus, Covid-19.
l'on peut noter avec satisfaction que, grâce à mon impulsion, l'année 2020 a marqué la fin de l'épidémie mortelle de la maladie à virus Ebola, qui a sévi à l'est du pays et dans la province de l'Équateur, et de l'épidémie de rougeole, grâce aux campagnes de riposte menées avec efficacité par les experts nationaux et internationaux, intégrant la vaccination, la prise en charge des cas et la surveillance de la maladie. De même, les interventions du gouvernement et de ses partenaires ont permis de réduire à 40% la mortalité pour cause de choléra. En revanche, l'on doit constater que notre pays continue encore à faire face à la pandémie de Covid-19, dont le premier cas a été détecté en mars 2020. En dépit de l'existence de ce dispositif qui a permis d'obtenir de résultats probants en termes notamment de maîtrise du nombre de cas de contamination et de baisse de cas de décès, l'on doit admettre que la riposte à la Covid-19 reste confrontée dans notre pays à des défis majeurs, dont principalement la prise en charge gratuite des patients, la réalisation des tests à grande échelle et la mitigation des conséquences socio-économiques qui nécessitent beaucoup des moyens. À cela s'ajoute le déficit de structures de santé capables de répondre à une épidémie à grande échelle, les besoins en ressources humaines de pointe ainsi que la gestion de transport des malades. Ces différents défis justifient mon appel à une maximisation des recettes publiques par le gouvernement, à l'intensification de la lutte contre la corruption, à la création d'un fonds national de solidarité pour faire face à la Covid-19, à la solidarité et à la coopération internationale tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Entre-temps, j'appelle les Congolaises et les Congolais à la vigilance tous azimuts face à la remontée des cas de Covid-19 qui se confirme maintenant comme une deuxième vague, principalement dans la ville de Kinshasa. Cette deuxième vague est essentiellement due à l'importation des cas venant des pays étrangers mais aussi au relâchement de mesures de prévention. Il nous sera difficile de maîtriser cette nouvelle vague si la population n'obéit pas aux gestes barrières. C'est pourquoi j'invite notre population à respecter toutes les mesures édictées à cet effet par les autorités sanitaires, notamment le port obligatoire de masques. Honorables députés et sénateurs. Distingués invités. Au cours de cette année 2020, la vie nationale est aussi restée dominée par le défi sécuritaire. En effet, la situation demeure toujours préoccupante dans l'Est et dans le Nord-Est de notre pays. Diverses actions ont été menées et continuent à être menées pour y faire face. Des programmes publics et privés de sensibilisation de la population. Je me dois de souligner que la politique de gratuité a induit des effets de divers ordres. Des instructions précises ont été données au gouvernement afin d'arrêter des mesures d'accompagnement. Il s'agit notamment de la prise en charge, par le Trésor public, des salaires de 230 536 enseignants non payés, NP, l'allocation des frais de fonctionnement aux écoles primaires publiques de Kinshasa et de Lubumbashi, jadis non bénéficiaires, le réajustement des salaires de tous les enseignants en ramenant le salaire de l'enseignant le moins payé à l'équivalent de $100, l'octroi des indemnités de logement et de transport aux enseignants des villes et chefs-lieux des provinces administratives, le réajustement des frais de fonctionnement aux écoles primaires publiques et aux bureaux gestionnaires, l'acquisition et la distribution des manuels scolaires et matériels didactiques, la construction de quelques nouvelles salles de classe, la prise en charge, depuis octobre dernier, de 58 735 enseignants nouvelles unités du primaire. Je suis conscient que beaucoup reste encore à faire afin de consolider et pérenniser cette réforme bien accueillie par nos populations et par nos partenaires. Considérant que l'éducation est le moteur de développement d'un pays, je m'engage à ne ménager aucun effort pour que les réformes fondamentales retenues dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016 à 2025 soient mises en application. Ainsi donc, au fur et à mesure que la mobilisation des recettes publiques va s'accroître, la quote-part du budget alloué à l'éducation s'améliorera conséquemment. Honorables députés et sénateurs. Distingués invités. Dans le registre des réformes que je porte, je voudrais mentionner aussi le défi de la desserte en électricité et en eau potable au profit de notre population. Le triste constat largement partagé aujourd'hui est que cette desserte reste insuffisante et faible. Cette situation de fait est d'autant inacceptable que l'immensité et la diversité des sources et des ressources énergétiques et hydrauliques de la République démocratique Congo sont quasiment sans limite. Ce déficit est dû à l'incapacité par le passé à anticiper les exigences de la démographie galopante d'aujourd'hui et la multiplication de nos cités et de nos villes qui ont fini de prendre de court nos infrastructures insuffisantes et vieillissantes. Comme je le répète souvent, nous devons rompre avec la culture du potentiellement riche pour s'inscrire dans la logique de la réalisation effective et efficiente de nos potentialités. C'est fort de cette conviction qu'a été organisé, du 20 au 22 août 2019, le forum de Matadi sur l'énergie, mère du développement rapide et de la modernité bien comprise. De ce forum est sortie l'option volontariste que l'énergie devrait être considérée comme une priorité du quinquennat en cours.
Cette annonce tirait son réalisme des lois numéro 14/011 du 17 juin 2014 sur l'électricité et numéro 15/026 du 31 décembre 2015 sur l'eau qui ont révolutionné notre gestion passée de ces deux domaines désormais libéralisés. C'est toujours grâce à cette conviction que j'ai encouragé certaines réalisations, par exemple à Kinshasa dont la grandeur et la densité comptent parmi les plus grandes de notre pays, du continent et du monde. Deux nouvelles usines de production d'eau potable sont actuellement en construction pour résorber le déficit. Il s'agit de l'usine de Lamba-Imbu dont la production finale sera de 220 000 m3/jour et de celle de Benzhausen qui, elle, en produira à terme 300 000 m3/jour. Par ailleurs, la réhabilitation du captage. Cette importante réforme dans les secteurs de l'électricité autorise dorénavant tout opérateur, remplissant les conditions prévues par la loi, à investir dans l'un de ces domaines. Je nourris la conviction que l'aiguillon de la concurrence dans le secteur non seulement accroîtra la production mais aussi occasionnera une baisse conséquente des prix. Honorables députés et sénateurs. Distingués invités. Un autre défi qui a retenu mon attention au cours de cette année 2020 est celui qui touche à l'environnement. En effet, à l'instar des autres pays du monde, la RDC fait face à trois défis environnementaux, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et le changement d'utilisation des sols et de l'eau. Parmi les initiatives prises pour apporter des solutions à ces problèmes, j'ai mis en œuvre un ambitieux programme intitulé « Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres » en vue de la reconstitution du couvert forestier du pays. À cet égard, j'ai instruit la finalisation du tout premier document de politique forestière nationale devant jeter les jalons de la révision du Code forestier. Enfin, j'ai créé au sein de la présidence une agence de transition écologique et du développement durable ayant pour mission de concevoir, coordonner et implémenter les politiques nationales relatives à la transition écologique. Cette agence établit les indicateurs nationaux de performance et développement durable pour mesurer le niveau d'avancement de la transition écologique en RDC. Honorables députés et sénateurs. Distingués invités. Un autre défi tout aussi important qui a fait l'objet de nos préoccupations au cours de cette année 2020 est celui de la diplomatie. En effet, sous notre leadership, la RDC est en train de reprendre progressivement sa place dans le concert des nations. Le 9 février de cette année 2020, en marge de l'ouverture des travaux de la 33e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine, j'ai été élu premier vice-président pour 2020 et président de cette organisation régionale en 2021. Nous devons contribuer, chacun, à la réussite de ce mandat qui offre à notre pays l'opportunité de faire progresser plusieurs réformes et projets au niveau continental, mais aussi d'améliorer son image et d'accroître son influence dans le concert des nations. Pour ce faire, une bonne prise en charge de nos ambassades et consulats s'impose dans le but de développer une diplomatie plus ambitieuse, en même temps qu'il est urgent d'apporter certaines réformes qui tiennent compte des contraintes du moment. Honorables députés et sénateurs. Distingués invités. Les faits saillants qui ont marqué l'année 2020 et dont les plus importants ont été ici épinglés, ont l'avantage de nous rappeler que personne ne peut gagner seul la bataille contre la Covid-19 et vaincre les différents défis auxquels nous faisons face. L'élaboration et la mise en œuvre de différentes réformes vont prendre pour certaines un peu plus de temps. Mais, avec la détermination, nous finirons par y arriver. La feuille de route du prochain gouvernement qui sera issu de la nouvelle coalition nous engagera sans répit, au sein de l'union sacrée de la nation, dans le travail qu'elle impose pour le bien du peuple congolais. Dès lors, travaillons tous ensemble dans la concorde, sans exclusion aucune, pour mettre fin à cette pandémie, pour mettre en place des systèmes de santé résilients à même de protéger nos peuples à l'avenir et pour bâtir notre pays. Fortifions-nous, soyons fermes et montrons du courage pour notre peuple, pour nos villes et pour notre nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.